bonjour, ça y est, nous sommes installés. Donc, c'est une trompe aujourd'hui que vous avez. Donc, nous sommes ensemble pour une table ronde d'1 heure. Nous allons faire parler tous ces participants, puis nous garderons les questions pour la fin. Donc, chaque groupe dans le panel aura 10 minutes pour présenter son, son, ce qu'il a à présenter, voilà, comme ça. Dominique et moi, nous allons essayer de garder le temps et de passer la parole. Donc, la première intervention s'intitule Sensibilisation des étudiants en médecine au handicap. Et c'est Charlotte Cœur d'Acier, qui est interne en rééducation, qui passe sa thèse le mois prochain, par ailleurs, qui va nous parler d'une initiative de sensibilisation au handicap, donc des étudiants en médecine. Alors, Charlotte, dites-nous, d'où vient cette initiative et qui y a participé? Bonjour. Alors tout d'abord, cette initiative, elle vient d'un constat que les personnes en situation de handicap, elles ressentent des difficultés dans l'accès aux soins, au-delà de l'accessibilité matérielle, c'est-à-dire que certains lieux de soins restent non accessibles et de matériel non adapté. Les personnes en situation de handicap, elles se retrouvent face à des professionnels de santé, notamment des médecins, ce qui est le sujet du jour, qui se sentent en difficulté lorsqu'elles ont à prendre en charge une personne en situation de handicap. Elles se sentent mal à l'aise, se sentent inconfortables. Et il existe un baromètre sur le site Handifaction de l'assurance maladie qui a recensé qu'au dernier trimestre 2023, sur 90 000 réponses, il y a 24% des répondants en situation de handicap qui n'ont pas pu effectuer leurs soins du fait d'un non-recours aux soins à cause de ce constat ou d'un refus de soins par les professionnels de santé. Donc, pour lutter contre cette situation, un des leviers d'action est de proposer une formation aux étudiants en médecine sur le handicap. Parce qu'actuellement, le handicap, il est abordé évidemment quand même dans les études de médecine, mais sous forme de cours théoriques qui ont très peu d'impact en fait, sur les étudiants. Ils ont aussi des stages cliniques, mais la confrontation avec des personnes en situation de handicap, elle reste très aléatoire. Et donc, tout le monde est concerné par le handicap et tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, vont être amenés à prendre en charge quasiment quotidiennement des personnes en situation de handicap. Et donc, il est important qu'ils soient formés à ceci. Donc, cette initiative, elle vient pas de la ville de Saint-Étienne. Il y a déjà des interventions pédagogiques qui ont été tentées dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, et qui ont donné lieu à des études. Et ces actions ont déjà été réalisées aussi en France. Donc, la première faculté à l'avoir réalisée est la fac de Reims en 2017. Et d'autres facultés ont suivi, mais moins de 10. À Saint-Étienne, le projet est né d'une collaboration entre des médecins de médecine physique et de réadaptation, des médecins de rééducation, le département de médecine générale, la faculté de médecine de Saint-Étienne, le CHU de Saint-Étienne et le président de Réaccord 42, qui est une association de réhabilitation psychosociale. Et donc, c'est cette personne qui a permis de faire le lien avec des structures médico-sociales. Pour construire ce séminaire pédagogique, on s'est basé sur une recherche dans la bibliographie qui a montré que des programmes pédagogiques avec seulement des sessions théoriques n'apportaient pas des résultats, mais par contre que des séminaires pédagogiques qui incluent des contacts directs avec des personnes en situation de handicap, soit par l'intermédiaire d'ateliers en petits groupes, soit au travers de stages dans des lieux qui accueillent des personnes en situation de handicap, apportaient plus de résultats. De plus, nous avions le modèle de Reims qui ont construit une semaine qui comportait 3 jours d'immersion en structure médico-sociale. Et on a choisi de proposer ce séminaire aux étudiants en 3e année de médecine parce que c'est une année où ils ont déjà eu des expériences en stage et c'est juste avant l'entrée dans la phase de l'externat où ils vont être en stage à mi-temps. Donc la semaine, elle s'est construite de la manière suivante. Donc cette année, en 2023, sur laquelle porte ma thèse, elle a eu lieu du 5 au 9 juin 2023. Et donc le lundi, des étudiants étaient à la faculté de médecine
ils ont assisté à des interventions de personnes en situation de handicap sur différents thèmes, sur l'aphasie, sur l'histoire du handicap, sur le fait d'être étudiant avec le handicap. Il y a également eu des interventions de professionnels du handicap, donc des intervenants de l'APF 42, Association des paralysés de France, des intervenants de structures médico-sociales, présentation du handisport, du dispositif handiconsulte pour aider les personnes en situation de handicap à accéder aux soins, et des interventions des différentes instances de l'ARS, de la faculté de médecine, etc. L'après-midi, se sont répartis en groupe d'une quinzaine d'étudiants pour faire des ateliers avec des personnes en situation de handicap. Donc des ateliers qui comportaient une personne en situation de handicap, un professionnel des structures médico-sociales jouant le rôle de modérateur et pour certaines personnes accompagnantes. Et les thèmes abordés étaient, donc il y avait des personnes en situation de handicap moteur, de handicap psychique, de handicap cognitif et de handicap sensoriel. Ensuite, les étudiants, ils ont donc fait 3 jours en établissement médico-social, donc sur toute la Loire et la Haute-Loire, qui balayaient un petit peu tous les âges et tous les niveaux d'autonomie, donc des lieux de vie accueillant des enfants, des lieux de vie adultes, des milieux de travail en ESAT, par exemple, et des structures d'accompagnement. Pour un stage d'observation active où ils devaient non pas avoir le rôle de soignant, mais un rôle voilà, de partager des moments avec les personnes en situation de handicap. Le vendredi, ils sont revenus à la fac de médecine pour effectuer par groupe de 15 étudiants un débriefing avec des professionnels pour raconter leur expérience, positive comme négative. Et l'après-midi, ils ont eu une visioconférence avec M. Pascal Jacob. Donc, c'est une personne, c'est le président de l'association Handidactique, qui est à l'origine de la charte Romain Jacob, qui est un guide éthique pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et la semaine a été clôturée par une pièce de théâtre qui a été créée et interprétée par la troupe de théâtre L'Insolite Fabrique, qui est une troupe de théâtre composée de comédiens qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui a pour but de sensibiliser au handicap par l'intermédiaire du récit du parcours de vie de Lily, un enfant qui naît avec un handicap et doit trouver sa place dans la société. Et donc, parallèlement à cette semaine de sensibilisation, nous avons mené une étude qui s'appelle l'étude SEMA pour sensibilisation des étudiants en médecine du handicap, dont fait l'objet mon sujet de thèse. Et cette étude, elle comporte 2 parties. Une partie quantitative avec des scores. Alors, ces scores, ils ont comme limite d'être des scores validés en anglais. Et donc, nous les avons traduits avec les précautions nécessaires, mais ils n'étaient pas adaptés au contexte culturel et actuel français. Cependant, ils ont permis quand même d'obtenir des résultats significatifs dans la mesure des attitudes des étudiants. Ils ont passé les questionnaires le 5 juin, et donc le premier jour de la semaine, et le 28 septembre, donc quasiment 4 mois après. Et on a obtenu une amélioration significative de leur habitude, de leur attitude face aux personnes en situation de handicap. Également, un deuxième score a permis de mettre en évidence une amélioration dans leur contact avec les personnes en situation de handicap, une diminution de leurs impressions négatives et discriminatoires et une augmentation de leurs impressions positives. Et j'ai également mené 14 entretiens semi-dirigés auprès de 14 étudiants. J'ai sélectionné au hasard 14 étudiants pour essayer de comprendre comment cette semaine avait changé leur vision du handicap et leurs attitudes. Donc, je vais essayer de résumer rapidement en utilisant les termes que les étudiants ont utilisés. Donc, déjà, ils ont beaucoup apprécié le fait d'être en immersion, au contact, de sortir du contexte universitaire, des cours théoriques et passifs, et de passer à quelque chose de pratique et d'actif. Donc, c'était complètement inédit pour eux, ça sortait du format habituel. Pendant la semaine, ils ont utilisé un vocabulaire riche en fait, pour décrire leurs sentiments. C'est-à-dire qu'ils avaient, avant la semaine, ils n'avaient eu jamais d'expérience en fait, avec le milieu du handicap. Ils ne connaissaient pas les structures médico-sociales. Donc, c'était un univers qui était complètement inconnu pour eux. Donc, ils étaient curieux à l'idée de découvrir.
dans 9 entretiens sur 14, ils ont utilisé le terme de confrontation. Donc, c'est vrai que c'est un terme assez fort qui est normalement utilisé pour évoquer un conflit. Mais dans ce cadre, ils semblent plutôt révéler l'appréhension, la peur ressentie face à cet univers qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils allaient découvrir. Durant la semaine, ils ont utilisé un vocabulaire riche, ils ont été étonnés, surpris, impressionnés. Ils se sont aussi sentis parfois un peu perdus d'être lâchés seuls dans cet univers inconnu. Et ils ont fait face à des situations qui a pu les mettre mal à l'aise. Mais après la semaine, ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu vraiment une expérience riche, qu'ils ont reçu une leçon de vie. Ils ont ressenti un certain attachement, de la peine également, mais aussi beaucoup d'espoir avec le handicap. Donc ça a fait évoluer leur vision du handicap, ça a touché leur sensibilité. C'était vraiment l'objectif de cette semaine de sensibilisation, c'est de toucher leur sensibilité. On s'est rendu compte que ça avait bouleversé leur vision, que ça avait cassé des barrières, que ça avait cassé les clichés. C'est vraiment des termes qu'ils vont utiliser. Et ils semblent avoir senti la nécessité de s'adapter pour mieux prendre en charge les personnes qui sont en situation de handicap. Et ils se sentent plus à l'aise, plus en confiance. Et ils espèrent à l'avenir, pour leur pratique future, avoir moins peur, moins appréhendé pour prendre en charge une personne en situation de handicap. Donc, cette action nous a permis d'apprendre qu'une approche qui associe plusieurs modalités pédagogiques, dont évidemment ce contact avec les personnes en situation de handicap était d'une part très bien accueilli par les étudiants et ils ont été majoritairement très satisfaits. L'évaluation par les scores et les entretiens ont montré des résultats très encourageants sur la portée, y compris à moyen terme, c'est-à-dire à 4 mois de cette expérience. On aimerait les réévaluer plus tard et pourquoi pas essayer d'intégrer des modules de sensibilisation plus régulièrement dans leur formation pour ne pas perdre ces résultats, parce que c'est un risque et ça se retrouve dans certaines études qu'à un an, il y a une perte des résultats. Et ce que nous aimerions améliorer, puisque voilà, cette étude elle a été menée aussi pour essayer d'améliorer cette semaine de sensibilisation. Alors, c'était déjà ce qui a le plus embêté les étudiants, c'était la date, au mois de juin, parce qu'ils étaient en vacances. Donc, ça les a fait revenir. Donc, pour remédier à ça, cette semaine, en 2024, elle a eu lieu du 12 au 16 février. Donc, elle a déjà eu lieu, la session 2024. Donc, on a tenu compte de ça et ça a beaucoup plus plu aux étudiants. Donc, parfois, l'éloignement des structures médico-sociales et l'absence d'indemnisation des frais de transport les a aussi un peu embêtés. Mais ça, ils ont échangé les terrains de stage entre eux et ça s'est bien passé. Aussi, nous avons, par rapport au terrain de stage, voilà, il y a certains terrains sur les 218 étudiants qui ont un petit peu moins bien fonctionné. Et donc, on a essayé de favoriser des terrains vraiment qui incluaient un contact direct avec les personnes en situation de handicap, donc de favoriser les lieux de vie, des lieux de scolarisation, les lieux de travail et vraiment des structures d'accompagnement, car certains stages étaient un peu trop administratifs et donc des étudiants ont été déçus d'avoir peu de contacts. Et à contrario, des étudiants ont été confrontés à des handicaps très lourds en maison d'accueil spécialisée et étaient seuls sur cette structure. Donc, sur cette structure, on essaie de mettre plus d'étudiants qui ne soient pas livrés à eux-mêmes. Et donc, cette semaine a été reconduite cette année. Et l'objectif de ce travail de thèse et de l'étude de l'article sur l'étude qui va apparaître prochainement, c'est que ça serve de modèle pour les facultés qui ne proposent pas encore cette semaine. Merci. Et donc, des rencontres pour des pas de côté pour les étudiants, c'est bien. Donc, merci. Je vous présente maintenant Estelle Verbeck, qui est formatrice père aidante et qui va nous présenter son expérience à travers, évoquant un film, un court-métrage de 25 minutes qu'elle utilise pour ses formations envers les professionnels de soins et je crois également envers des étudiants en école d'ingénieur ou école de commerce. Le film s'appelle Stigma, comme stigmatisation. Estelle Verbeck. Merci Dominique et merci Charlotte. Bravo pour ta première intervention au micro. Félicitations. Comme on a un petit peu discuté. Donc, parfait. Donc, voilà, moi je vous présente un film Stigma qui a été co-réalisé par Yvonne Kennom, qui est infirmière chercheuse au CHU de Saint-Étienne.
et Mehdi Ousni, qui est psychiatre à Saint-Étienne aussi. Et donc, je vais déjà vous expliquer un peu comment est né ce film. En fait, donc Yvonne et Mehdi se sont posé des questions. Personnellement, Mehdi, dans le cadre de son doctorat, enfin, de son internat, il s'est posé beaucoup de questions sur la stigmatisation en psychiatrie. Et Yvonne aussi se posait des questions avec la création d'une équipe mobile à Saint-Étienne qui était due au fait que en fait, le CGLPL, donc pour vérifier les lieux de privation de liberté, est intervenu au CHU de Saint-Étienne en 2018. Et pour la première fois, ils ont pointé du doigt le fait que les conditions d'accueil au CHU de Saint-Étienne étaient inhumaines et enfin, ils ont vraiment fait des choses qu'ils n'avaient jamais fait dans aucun établissement en tirant la sonnette d'alarme à Saint-Étienne. Et donc, Mehdi et Yvonne se sont posé des questions et il se trouve qu'ils ont rencontré vous pouvez passer la slide, une patiente qui s'est posé plusieurs questions et qu'elle a écrit. Et il y avait une dizaine de questions. J'en ai mis quelques-unes en exemple que je ne lirai pas, mais voilà, vous pouvez le faire en même temps, en se posant des questions voilà, du fait de l'annonce de son diagnostic. Et donc, ils ont trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir ce genre de questions. Donc, elle apprend qu'elle est schizophrène, Alison, une vraie patiente, une vraie petite fille, une vraie jeune fille qui apprend ça et qui se pose des questions. Est-ce que je suis née pour la société? Est-ce que je peux avoir des enfants? Des choses comme ça. Et parce que quand elle tapait trouble psy sur Internet, elle voyait en quoi, enfin, des paroles de politique, des choses comme ça, où il faut tous les enfermer préventivement, des choses comme ça. Et donc, voilà, le film, c'est vraiment basé là-dessus. Et si vous voulez, vous pouvez passer. Et, euh, et donc, pour répondre à ces questions, plutôt que eux, en tant que soignants, aller répondre aux questions d'Alison et le faire très descendant et tout ça, ils se sont dit, on va aller mettre notre caméra dans la ville de Saint-Étienne pour que les gens puissent répondre à ces questions. Donc, des personnes concernées, des soignants, des proches qui aussi ont été confrontés à ces questions à un moment donné dans leur vie. Donc, moi, je fais partie des gens qui ont répondu aux questions d'Yvonne dans le film, d'où le fait que je vienne me présenter aussi. Et de façon tout à fait anonyme, c'est-à-dire qu'à aucun moment on sait qui est soignant, qui est personne concernée, qui est proche, parce que l'idée c'était pas de stigmatiser encore plus les personnes concernées parce qu'ils apparaissent dans un film en disant « Hé, coucou, moi je suis fou ». Euh, donc, donc voilà, il y avait vraiment cette volonté d'anonymiser les personnes. Et en même temps, l'idée, c'était pas de faire un truc comme on a tendance à voir, comme toujours, je sais pas si vous avez vu ce film, enfin, les clichés qu'on a de très triste, très enfermement, c'est pas à l'hôpital. C'est un film sur la psychiatrie, mais pas en soins, pas en service de psychiatrie. Donc ça fait quelque chose de très positif, de très joyeux. Et voilà, on est réaliste. Oui, c'est pas facile de vivre avec un trouble psy, mais malgré tout, on n'est pas là ni pour jeter la pierre à qui que ce soit, ni pour dramatiser la chose. C'est on vit avec et voilà. Donc ça, c'est vraiment Stigma. Qu'est-ce que Stigma? Après, moi, donc le film a été tourné en 2021 et depuis donc 2022, il a été monté. Donc depuis 2022. Yvonne, Mehdi, d'autres participants, une autre infirmière aussi et moi-même, on utilise régulièrement ce support pour faire de la formation. Donc déjà auprès du grand public, comme l'a très bien dit Dominique, on travaille, on intervient dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des choses comme ça pour faire de la prévention, de la sensibilisation aux troubles psy et dire, bah, en fait, oui, on peut vivre avec un trouble psy et il ne faut pas en avoir peur et tout ça. Enfin, parce que tout le monde sait quand il est confronté de près ou de loin à la psychiatrie. Parce que du coup, ça apporte, c'est un support ludique et positif pour parler d'un sujet grave et qui, pour des étudiants, c'est quand même beaucoup plus accessible que de venir dire « Bon, écoutez, la psychiatrie, il ne faut pas en avoir peur ». Ça n'a pas d'écho dans la tête des gens. Et donc, ça ouvre à la discussion pour pouvoir parler, déstigmatiser et faire de la prévention
auprès des étudiants qui peuvent aussi être confrontés avec les conditions qu'on a pu connaître, en plus avec le Covid et tout ça. Ça peut permettre d'apporter déjà d'ouvrir la conversation sur le sujet et de montrer que c'est pas une fatalité et qu'on peut vivre avec, surtout quand on fait des interventions comme ça, on est toujours avec au moins une personne concernée qui est dans le film. Et donc, ça permet aussi de montrer que, ouais, on peut s'en sortir. Et c'est vrai que moi, c'est mon métier, du coup, de faire de la formation auprès des professionnels de santé, pas forcément qu'avec stigma, et de dire, ouais, on peut s'en sortir et ça donne de l'espoir. Donc voilà, après, au niveau des soignants en psychiatrie, on l'utilise aussi, notamment pour les étudiants en médecine, mais les étudiants en école d'infirmière, mais d'une manière générale, ça peut nous arriver un petit peu moins, mais pour des personnes qui sont en poste en psychiatrie, c'est pareil, ça donne un outil ludique et surtout l'espoir, parce que c'est vrai que on a tendance les soignants ont tendance à perdre un peu espoir et à se dire non, mais de toute façon, on peut rien faire, on n'a pas de moyens et tout ça. Et en fait, de voir aussi des gens qui s'en sortent, des gens qui répondent aux questions de façon honnête et de façon beaucoup plus positive que ce qu'on peut voir, puisque eux, ils peuvent voir dans leur quotidien, ça apporte quelque chose de beaucoup plus un petit moment pour souffler, pour se dire ah ouais, tout n'est pas perdu finalement, tout ça, et pour pouvoir aussi donner de la parole aux usagers sans distinction avec les autres, mais en tout cas, ça permet aussi qu'ils aient eux-mêmes une vision euh, de leur métier autrement. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est de leur faire comprendre que la stigmatisation, elle est aussi portée par les professionnels de la santé mentale. Parce que, mine de rien, même s'ils ne s'en rendent pas compte, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit quelque chose, même dans la façon dont ils parlent entre eux, des patients, le schizo de la 7 ou des choses comme ça. C'est très, très compliqué donc pour pouvoir faire changer. Alors, stigma n'est pas forcément le meilleur support, mais ça permet aussi d'humaniser la psychiatrie pour des soignants qui ont parfois l'impression d'avoir juste des pathologies en face d'eux, avec toutes les pressions qu'ils ont dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur quotidien. Et donc, voilà, pour les étudiants soignants, beaucoup, on intervient assez souvent en IFSI, des choses comme ça, avec Stigma, c'est vraiment un très, très bon support parce que au final, c'est un peu l'intermédiaire entre ce que je disais, les étudiants, qui sont des personnes qui ne sont pas forcément concernées, en même temps, c'est des futurs soignants. Et que même s'ils ne vont pas faire de la psychiatrie, ils ne vont pas être soignants en psychiatrie, ils vont être confrontés à des patients psy, parce que, eh oui, on a aussi des problèmes somatiques, ça, je l'apprends à personne, mais ça permet aussi d'avoir un côté. En fait, tu peux très bien, t'es kiné, tu peux très bien faire ta séance de kiné avec une personne en souffrance psy, en l'adaptant comme tu l'adapterais avec n'importe qui a un peu mal ou quelque chose, ou qui n'est pas très souple ou quelque chose comme ça, et qui n'a pas forcément besoin d'en avoir peur. Et ça permet vraiment de montrer que, ouais, on reste des humains et on a des problèmes somatiques. Et bah, OK, on a des problèmes psy, c'est OK aussi, en fait. Et ça permet vraiment d'ouvrir le dialogue. Et je voulais finir, il me reste une minute, pour parler, on utilise aussi un petit peu ce film. Alors, après, le film est aussi diffusé en dehors de centres de formation pour vraiment un côté cinéma, où là, du coup, on n'intervient pas forcément avec les personnes du film, mais pour les personnes concernées et les proches, c'est aussi un outil qui est très intéressant parce que voilà, il redonne de l'espoir. Ouais, il y a des gens qui parlent de ce qu'ils vivent eux de façon super positive et de façon beaucoup moins fataliste et ça rassure énormément. Je sais que l'UNAFAM a fait partie de, du projet du film, l'UNAFAM 42, donc l'association des proches des personnes en souffrance psychique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important aussi de penser aux proches quand on fait ce genre de choses. Et moi, le pas de côté que je fais, puisque c'est le sujet du colloque, c'est que moi, je ne suis pas les sentiers battus. Ouais, moi, je vais parler de mon histoire aux soignants de psychiatrie pour leur dire ce que j'ai vécu. Et c'est pas un sentier qui existait, moi, je l'ai créé. Et moi, je fais un pas de côté comme ça. Merci.
Donc, il semble que l'ignorance assez commune de la plupart de certaines personnes, en tout cas, puisse être combattue, je vais dire, par des rencontres, quelle que soit la façon dont on rencontre, que ce soit un film ou une vraie rencontre, qui permet d'abattre certaines barrières. Alors, maintenant, nous allons entendre plein de gens. Donc, il y a Emmanuelle Bourlier et Sylvie Benarmia, respectivement présidente et vice-présidente de l'association d'usagers de la psychiatrie Toutes Voiles Dehors, qui viennent de Toulouse pour nous présenter leur association qui promeut et porte la parole des personnes souffrant de troubles psychiques auprès des professionnels de santé, des proches et du grand public. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre association et nous dire comment vous fonctionnez? Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par un mini historique. Donc, Toutes Voiles Dehors est une association d'usagers de la psychiatrie qui a la particularité de fonctionner sans professionnel. C'est-à-dire que nous sommes totalement autonomes dans notre mode de fonctionnement. Donc, Toutes Voiles Dehors est né il y a 13 ans de l'envie d'un psychiatre de donner plus de pouvoir aux usagers. Donc lui, c'était vraiment son idée, c'était de donner plus de pouvoir aux usagers. Et de ma part, donc je suis usagère en psychiatrie, je suis bipolaire, et de ma part, c'était à la fois pour vivre des choses chouettes avec d'autres usagers, puisque je trouvais qu'à l'hôpital, on arrivait à vivre des choses sympathiques entre nous, et je me disais qu'on pouvait vivre des choses sympas aussi quand on allait bien. Et puis d'autre part, j'avais quand même, et j'ai toujours un peu, une certaine colère contre l'institution psychiatrique que je trouve très infantilisante, que je trouve vraiment très infantilisante. Donc j'avais cette colère qui me portait un peu au début. L'infantilisation, elle me choque toujours, hein. Et donc voilà, on a voulu faire ensemble avec d'autres usagers une association. Donc elle a 13 ans. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de professionnel au milieu de nous. Par contre, on a un médecin psychiatre, donc celui qui était au départ, qui a changé, qui maintenant c'est plus le même, qui fait les conseils de régulation, donc c'est nos CA, on va dire, qui participe, et donc il y a le bureau, et le psychiatre est là, alors dans un rôle de témoin et éventuellement de conseiller, mais il n'intervient jamais dans les activités ni dans l'organisation. Il nous laisse totalement faire. Et ça se passe très, très bien. Mais bon, c'est pas. J'aimerais qu'il y ait d'autres professionnels qui soient capables de faire comme ces deux psychiatres ont fait, c'est-à-dire être capables de se mettre en arrière-plan dans une association d'usagers de la psychiatrie. Et j'ai l'impression que pour les professionnels, c'est très difficile de se mettre au second plan. Parce que les professionnels ont l'habitude de prendre les choses en main, ont l'habitude d'organiser. Et donc, c'est très difficile pour un professionnel de second plan. Donc, je vais passer rapidement. Donc, on a un entretien d'accueil quand on reçoit un nouveau à Toutes Voiles Dehors, c'est-à-dire que 2 ou 3 membres du bureau reçoivent le nouveau. On se présente par le parcours de vie. Donc, ça met à l'aise la personne qui raconte son parcours de vie aussi. Et après, on parle de Toutes Voiles Dehors. Si elle est intéressée, elle vient. La particularité, c'est que on est très sincère quand on raconte nos parcours de vie. Et tout de suite, ça met le là. Ça met le là. On sait qu'on peut parler de la maladie entre nous. C'est très respectueux. Donc, l'entretien d'accueil met d'entrée de jeu tout le monde à égalité. Après, on a des activités culturelles et de loisirs, on fait des voyages. Donc ça nous apprend à vivre ensemble. Et donc, on sort de ce fléau terrible, particulièrement en psychiatrie, qu'est l'isolement. On reçoit des gens qui nous disent, eh ben, moi, ces dernières années, je sortais pour les courses et pour aller voir mon psy. Et donc, ils n'avaient aucune vie sociale
Donc, on apprend à vivre ensemble. Alors, ce qui nous apprend le plus, là où on rejoint le thème d'aujourd'hui, ben, le pas d'à côté, puisqu'on est sans professionnel, et la formation, dans la mesure où on a des groupes de parole entre nous. Je sais qu'il y a des professionnels qui sont contre les groupes de parole entre usagers parce qu'ils estiment qu'on est incapable de se gérer, donc je ne sais pas, ils sont contre. Ça se passe super bien, donc euh, on a des règles auxquelles on tient, c'est-à-dire qu'on fait un premier tour de table où chacun parle du thème qu'on a choisi ensemble, enfin que les adhérents proposent le thème. On fait un premier tour de table où, où chacun s'exprime aussi longuement qu'il le veut sur le thème. Après, on rebondit les uns sur les autres. Et après, on a un tour de table de conclusion. Ça fait que tout le monde parle, tout le monde a l'occasion de s'exprimer. Et du coup, bah, c'est très libérateur, ça libère la parole, ça libère. Il n'y a pas de jugement, on ne fait pas de jugement de valeur, on ne donne pas de conseils. Ça fait partie de nos règles, on ne donne pas de conseils. Voilà, on a le droit de parler de notre expérience. Et si la personne veut s'en saisir, elle s'en saisit. Mais la règle, c'est qu'on ne donne pas de conseils. Donc, ces groupes émulation, eh ben, ils nous permettent de nous nourrir les uns des expériences des uns et des autres, de prendre des idées chez les uns et chez les autres. On apprend à s'écouter, on apprend à s'écouter dans le respect, on apprend à être écouté dans le respect. Et, euh, et du coup, on reprend confiance en soi progressivement. On a moins peur du monde extérieur et on apprend ensemble à accepter et à dépasser la maladie ensemble. Et donc, on est prêt pour les autres rencontres qu'on fait, dont va vous parler Sylvie. Bonjour, donc je ne suis pas une très grande oratrice, donc je vais quand même me référer beaucoup à mon texte. Donc, comme l'évoque Emmanuel, on organise deux types de rencontres. La première, on appelle ça un trialogue. Alors là, donc, on réunit des professionnels, c'est-à-dire que nous avons psychiatres, infirmiers en psychiatrie, des familles. Donc, ce sont essentiellement des parents d'enfants souffrant d'une pathologie psychiatrique et des adhérents donc, qui voient dehors, qui sont bien sûr des usagers de la psychiatrie. Alors, tout cela se fait, pour les trialogues, on est en nombre égal. Il y a autant de professionnels que d'usagers et que de membres des familles. Alors, ces rencontres, elles se font exactement selon les mêmes règles que nos groupes émulation dont a parlé tout à l'heure Emmanuel, c'est-à-dire que les échanges se font à l'horizontalité. Voilà. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les rôles en fait sont un peu échangés puisque c'est nous qui invitons. Alors, les professionnels, ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de nous dans ce moment-là. Ils peuvent aussi nous faire part d'expériences plus personnelles, du fait que j'ai cette espèce d'échange à l'horizontale. Et nous, en tant qu'usagers de la psychiatrie, on est formés donc par nos groupes émulation à s'exprimer et nous pouvons faire part de nos bonnes ou mauvaises expériences avec les professionnels. Alors, les professionnels, ben, ils voient, j'allais dire, comme c'est rarement le cas, des usagers qui vont bien, qui ont du recul, qui ont des opinions. Et ça, c'est très, très, très important. Et donc, on s'exprime toujours et on fait preuve d'un grand respect de la parole de l'autre. Dans le trialogue, les familles, elles se sentent enfin écoutées, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Et nous, en tant qu'usagers, on découvre vraiment l'ampleur de leurs difficultés.
Voilà. Alors, peut-être que je vais vous donner quelques exemples de thèmes autour desquels nous nous sommes exprimés. Donc, on a eu, par exemple, les soins sans consentement, le vécu de l'hospitalisation et des soins, le travail, nos attentes vis-à-vis de nos psychiatres et leurs attentes vis-à-vis de leurs patients, ou encore comment aborder les liens affectifs, dont la sexualité dans la relation de soins. Alors, nous faisons également des interventions à l'extérieur, dans des centres de formation, des écoles, pour aller à l'encontre d'étudiants. Voilà. Et comment on procède quand on va voir ces étudiants? On se présente d'abord par notre parcours. Voilà. Donc, ils voient des malades psychiatriques qui vont bien, qui ont du recul, qui ont des opinions. On peut être amené aussi à les rencontrer dans des cafés, par exemple, de façon plus libre, moins conventionnelle. Oui, j'ai bientôt fini. Alors, ce qu'on espère quelque part, à notre petite échelle, c'est de faire évoluer les pratiques dans l'institution. Et nous espérons toujours que d'autres groupes transversaux voient le jour. Voilà, je vous remercie. Donc, merci. Alors, nous avons maintenant 5 pères aidantes qui viennent de loin, qui viennent du Confort de Lille. Donc, nous avons 2 animatrices, Valérie Brilman, qui est médiatrice de santé père et qui est également fil rouge, elle va nous dire en quoi ça consiste, ainsi que Nathalie Mostard, qui est coordinatrice de la maison des usagers rattachée à la MGEN, qui doit être la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Et donc, ils vont nous présenter leurs 3 collègues pères aidantes qui sont également étudiantes au COFOR depuis 2018. Voilà. Et donc, comme on a pris du retard, je vous demanderai d'essayer de vous limiter à une dizaine de minutes si c'est possible. Merci. Merci Dominique. On a très peu de temps pour vous présenter en fait le projet du COFOR. Donc on est super contente en fait d'être ici parce que c'est une première fois pour nous toutes de présenter en fait le COFOR de Lille devant une assemblée. Et donc le COFOR en fait est parti. En fait on s'est inspiré beaucoup du COFOR de Marseille qui existe déjà. C'est parti d'un ensemble de plusieurs partenaires, dont des médiateurs santé-père, mais aussi l'IRTS, la MDU de Lille, la Maison des usagers. Il y a aussi le GEM Les Ch'tis Bonheur de Lille, enfin de Ronchin plutôt. Il y a aussi le PSM, donc un établissement public de santé mentale qui a été partenaire, parce qu'il a mis à disposition du COFOR les médiateurs de santé-père. Est-ce que j'ai oublié des personnes? Je ne sais plus. Il y a aussi l'association intercommunale santé mentale dans la communauté. Voilà, donc c'est tout un écosystème en fait de personnes pour créer ce projet qui a permis en fait en 2018 de réunir des personnes concernées, des professionnels pour mettre en place ce projet, donc comment on appelle ça, un centre de formation au rétablissement, de co-formation, parce que c'est très important en fait pour nous, ce projet est participatif. La formation en fait a été créée du début à la fin par les personnes concernées dans des focus group qui ont été accueillis en fait à la maison des usagers. Et on a pu ainsi mettre en place, donc depuis 2018, on a mis en place la formation en 2023 grâce à un financement de l'ARS
Et on a créé 4 modules de formation. Je ne vais pas trop parler de dérouler parce que je voudrais laisser vraiment la parole aux étudiantes parce qu'elles ont vraiment beaucoup de choses à dire sur le COFOR. Mais je vais laisser d'abord la parole à ma collègue Nathalie Mostard, la coordinatrice de la Maison des usagers, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce projet à deux. Puis après, on a été 3, 4, et maintenant notre collectif est un petit peu plus important. Et on intègre aussi les étudiants dans notre collectif. Voilà, donc je passe la parole à Nathalie qui va vous parler de la Maison des usagers. Alors, bonjour à tous et à toutes, et merci de votre invitation. Donc, je suis la coordinatrice de la Maison des usagers à mi-temps. Je suis responsable qualité sur mon autre mi-temps dans un établissement de santé mentale de la MGUL. Donc, la Maison des usagers a été créée en 2014. Elle correspondait à un projet innovant porté par la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, et qui partage les valeurs de démocratie en santé. Et donc, ce projet de Maison des usagers est intégré au projet médical de l'établissement de santé mentale. La Maison des usagers accueille des associations partenaires. Elles sont au nombre de 14. Donc, on a Étoile bipolaire, dans son comme des fous, les GEM, un chez soi d'abord, je ne vais pas toutes les citer. C'est un lieu, en fait, la Maison des usagers, la MDI, pour le faire plus court, c'est un lieu d'accueil, d'échange et d'information sur la santé mentale pour les personnes concernées, pour les professionnels, ouvert à tous. Donc, même si c'est MGEN, c'est ouvert à tous. La MDU fédère les associations partenaires. Elle collabore avec les comités locaux de santé mentale sur le territoire. Elle fait partie aussi, elle collabore avec les plans territoriaux de santé mentale, avec l'ARS. On a aussi, on participe aux campagnes nationales pour les sismes. On fait aussi la fête de la nature, on fait toutes les choses à l'intérieur de la MDU. Et puis, on soutient aussi des actions initiées par des personnes concernées, comme la création de groupes de parole. On a un groupe de parole qui existe depuis 2019, qui s'appelle Avancer ensemble. Et surtout, on a soutenu et on soutient encore le COFOR depuis 2018. Je vais encore ajouter quelque chose par rapport à la MDU qui est vraiment, à mon avis, important. C'est que la MDU n'est pas située dans l'établissement. En fait, elle est en dehors du lieu de soins et donc elle est dans un autre quartier de la ville de Lille. Et c'est sa particularité et c'est ce qui fait que c'est différent d'un lieu qui serait dans l'établissement, dans le lieu de soins. C'est un lieu pour moi qui est accueillant, convivial, spacieux, patio, enfin, vraiment bienveillant, je pense. Et peut-être que je vais demander à mes collègues de dire un mot sur la MDU. Juste un mot. Juste un mot. Bonjour à vous tous. Donc pour moi, l'MDU, c'est une grosse bulle. Un cocon. Un lieu sécure. Ah oui, le lieu est très important en fait pour que les personnes concernées puissent se trouver un lieu où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité. Et franchement, la Maison des usagers nous a permis en fait de créer, donc de pouvoir mettre en place les focus group. Et là, je vais laisser la parole à mes collègues étudiantes pour qu'elles parlent du COFOR. Bonjour à vous tous. Donc moi, j'ai appris le confort, je suis suivie à la CMP et c'est ma médiatrice qui m'a appris le confort. Donc elle m'a dit que
par rapport à mon santé mentale, peut-être que ça va pouvoir m'apprendre. Donc, j'ai pris du temps et puis j'ai enfin fait la lettre, la motivation, et j'ai été pris. Et je ne regretterai jamais parce que le module, j'avais beaucoup d'isolement, je n'avais pas confiance en moi, aux autres, la méfiance, pas de projet dans ma vie, même plus de joie de vivre. Et justement, le confort, ça m'a appris à reprendre confiance en moi, confiance aux autres. Ça m'a boosté parce que se mettre debout au matin quand on n'est pas bien, ça peut être dur. Donc, ça m'a boosté. Ça m'a fait avancer euh, dans le chose où je peux faire maintenant des challenges. Enfin, tout doucement, je peux faire des challenges. J'ai des projets qui pourraient peut-être arriver. Et je dis que le confort, ça nous a aidés par rapport aux outils qu'on nous a dit. Et quand j'ai vu les outils par rapport au module, tous les thèmes qui arriveront, bah, ça me corroborait par rapport à ma dépression. Et quand ça va pas trop bien dans ma tête, avec les documents qu'on a, ça nous peut réapprendre les outils qu'on nous a dit. Et j'ai réussi parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est tellement important. Enfin, pour moi, la bienveillance, c'est tellement important. Et moi, je pense que le confort, ça devrait arriver dans toute la France pour tout le monde. Parce que moi, je pense que ça peut aider plein de gens qui en ont besoin. Et enfin, voilà pour le confort, tout au moins pour moi-même. Moi, je suis arrivée au confort en 2019. Donc, le confort à l'époque était en pleine construction. Et moi, j'ai tout de suite aimé en fait du coup ce qui se passait là-bas. Je venais de la psychiatrie, voilà, très maltraitante, voilà, dont les personnes, j'ai oublié les noms. Et enfin voilà, et du coup, là-bas, c'était complètement différent vu que il y avait la grande ouverture d'esprit et que justement le vécu des gens était mis justement en avant. Et c'était ça qui faisait. Et du coup, petit à petit, moi, je me suis reconstruite en même temps que le confort. Euh, du coup, alors on a vu en 2023, alors le premier module, quand on a commencé à pouvoir l'expérimenter, on va dire, ça a été merveilleux. Donc j'ai découvert une nouvelle copine, et une autre aussi, plein d'autres, et on avait déjà avant, enfin voilà, il y avait plein de copines, copains, c'est génial. Et on devient, oui, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose où on se sent vivre. Et du coup, moi, dans tout ça, ben, je me suis épanouie parce que malgré le diagnostic à l'époque, on peut en effet avoir une vie très, très satisfaisante. Et voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui, forcément, moi, j'ai envie de mettre en avant. Aujourd'hui, être à Marseille, c'est vraiment, enfin, parce que il se passe des choses fortes sur moi-même et sur moi, j'ai vu aussi l'évolution sur les autres participants. Il y avait quelqu'un une fois qui disait que parfois, ouais, on avait les étoiles dans les yeux. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe. Et voilà, du coup, je sais plus ce que, oui, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais, j'ai dit l'essentiel. Oui, moi, j'ai eu un truc dans ma tête, c'était un moment fort qu'on a eu. Après le premier module, on a eu une remise de diplôme et c'était un truc génial au niveau de ce qui se passait entre nous. Et du coup, voilà, et puis on était heureux. Enfin, je pense que c'était un truc génial. Voilà, je vais laisser la parole à Nadine. Merci. Bonjour, je viens de Valenciennes. Dans mon coin, en fin de compte, il n'y a pas il y a pas tout ça, il n'y a pas de plan de rétablissement, il y a simplement des gemmes où les gens arrivent. Et moi, j'ai été faire un tour et je n'ai pas du tout senti
cette bienveillance, cet accueil que j'ai eu au confort de Lille. Donc, cette maladie psychique que je traîne depuis l'âge de 17 ans, je l'ai palliée donc, par ma scolarité jusqu'au niveau bac. Ensuite, j'ai eu 2 enfants que j'ai élevés seuls. J'ai repris un travail dans le monde ordinaire que j'ai travaillé pendant 15 ans. Ensuite, j'ai été licenciée en CDI et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai dégringolé de ma vie parce que c'est vrai que le fait de travailler, d'avoir une activité professionnelle, je pense que cette maladie était cachée derrière. C'était pour moi un bouclier et du fait que le bouclier avait, mon activité professionnelle n'existait plus, ça a refait surface. Donc, j'ai rencontré Madame Fanny Mériot, qui m'a traînée sous son aile. Et puis, voilà, donc j'ai intégré le COFA. J'ai suivi tous les modules. Et puis, voilà, par rapport à ces 3 modules, vous m'excuserez, je suis je suis un peu émuse. Par rapport à ces 3 modules, j'ai pu être formatrice pair, ce qui me donne beaucoup aussi de confiance en moi et le fait d'avoir rencontré des personnes telles que Valérie, médiatrice père aidante, Nathalie qui nous accompagne aussi. C'est vrai que ça me donne beaucoup d'élan et beaucoup de confiance en moi et je vais continuer à me battre comme j'ai toujours fait pour arriver à quelque chose. Voilà. Merci. Donc, je vais parler d'utilité. Alors, je voulais juste rajouter que en fait, dans les formations, dans les modules, en fait, l'animation se fait par binôme. On est un binôme donc, un intervenant qui peut être père ou un professionnel qui est quand même qui a qui est attiré par leur établissement, hein, surtout. Mais en tout cas, on essaye d'être un père et un fil rouge. Donc voilà, le fil rouge, en fait, c'est une personne qui est facilitateur, qui permet de faire le lien entre les étudiants, qui permet le partage aussi d'expériences, qui est présente en fait tout le long du module. Donc ça peut être, alors au départ, on est des 2 fils rouges et maintenant on est 5 fils rouges et il y en aura certainement d'autres qui permettront aussi les partages d'expériences dans les groupes. En tout cas, pour ma part, ça a été une expérience, je ne pensais pas être ici au bout de 5 ans pour vous présenter le COFOR au départ quand on a on a commencé le projet. Et, et on a vu, en fait, moi je savais que ça marcherait, mais je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant comment je vais dire, il y a eu vraiment une émulation, en fait, un échange, l'émancipation des personnes. On a vu ça dans les groupes de personnes, puisque les premières formations, on n'était que 2 ou 3 intervenants. Et finalement, le dernier module, enfin le 3e module, puisqu'il y a un 4e module qui va être mis en place à partir d'avril, et moi, je vais être étudiante après d'avoir participé à la co-construction du COFOR, avoir participé à la coordination, avoir été fil rouge, et ben, je vais être étudiante dans ce module parce que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut venir, en fait, il faut être étudiante, il faut venir au focus group pour voir comment ça se passe, parce que vraiment, les échanges sont libres. Les personnes, voilà, on échange vraiment sur plein de choses, sur plein de sujets, et ce n'est pas descendant. On essaye vraiment de laisser l'horizontalité et les échanges entre les personnes. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je ne sais pas si vous voulez. Ouais. Alors moi, je pense que le confort, c'est une reconstruction. Quand on n'est vraiment pas bien dans notre tête, que moi, je suis retombée plus bas que terre, c'est comme une maison qui est cassée
Et pour moi, le confort, ça m'a fait reconstruire tout doucement. Ça reconstruit énormément. Enfin, moi, je dis un grand merveilleux pour le confort parce que franchement, ça aide énormément par rapport déjà à notre santé mentale. Merci beaucoup. Donc, tous les intervenants nous ont montré la grande importance de la pérédance, de la co-construction, de la rencontre, qui peut déstabiliser, mais qui permet un pas de côté bénéfique, on va dire. On va passer à la séance des questions. Est-ce que les personnes ont des questions? Jacques? Le diplôme, à quoi ça servir? Parce qu'automatiquement, à quoi ça servir après? Parce que c'est bien, vous faites un diplôme. Après, il faut aller travailler ailleurs ou vous l'arrêtez là. En fait, on fait de la reconnaissance. Bonjour, le certificat, en fin de compte, c'est de la reconnaissance pour nous. C'est une reconnaissance pour nous, comme on s'est engagé par rapport à tout le module, tous les thèmes. Et bah, ça nous remotive aussi dans notre vie. Donc voilà. Bah, si, ça nous remotive. Ça nous remotive en sachant que bah, on a fait tous les thèmes, ça veut dire qu'on s'est engagé. Et pour moi, c'est tellement important pour nous. Oui, monsieur, je pense que vous voulez dire que par rapport au diplôme, on serait peut-être capable de se présenter quelque part pour un emploi, c'est ça? Moi, je peux penser aussi. Non, non, c'est pas un diplôme qui représente une formation ou un diplôme pour lequel on peut postuler un emploi. Et ce que des femmes dedans ou on a des hommes? Oui, il y a des hommes aussi. De voir ce que après que ça peut aussi que des femmes. Hein. Évidemment, il y a aussi des hommes de tout âge. Voilà. Merci, c'est vrai qu'il n'y a pas la parité sur le plateau. Non, mais c'est les femmes. Hein, voilà. Ah oui, c'est comme ça. Alors, éventuellement, une ou deux toutes petites questions parce que nous sommes très en retard. Merci à vous. Moi, j'ai une question sur le trialogue. Je voudrais que vous en disiez un petit peu plus. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui reviennent à chaque fois? Est-ce que, je sais pas, c'est deux, trois, puisque c'est le même nom? Enfin, voilà, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le trialogue. Alors, le trialogue était à la base d'un groupe fermé, c'est-à-dire que c'était 4 soignants, 4 proches et 4 adhérents. Et c'était un groupe fermé. Et là, on vient de l'ouvrir, c'est-à-dire que quand il y a des absents, on les remplace. Et du coup, parce que là, ça faisait un moment qu'on était toujours le même groupe, donc on finissait par bien connaître les points de vue des uns des autres. C'était intéressant parce qu'on se connaît mieux, donc c'était intéressant le groupe fermé, mais finalement, on le fait un groupe ouvert. Et Sylvie vous a parlé rapidement. On fait la même chose avec des internes en psychiatrie. Donc, pareil, les mêmes règles que pour nos groupes émulation entre nous, comme pour le trialogue, respect de la parole. Et donc là, c'est 6 internes en psychiatrie, ou plus, ou moins. Et donc, 6 adhérents de tout le Val d'Or. Et donc là, c'est super intéressant pour les internes parce qu'ils ont, comme le disait Sylvie, aucune responsabilité vis-à-vis de nous. Donc, ils peuvent eux-mêmes critiquer l'institution, remettre en question leur pratique devant nous. Et nous, moi, par exemple, qui étais très en colère contre l'infantilisation, j'ai pu voir que c'était contre l'institution que j'étais en colère et pas contre les soignants. Enfin, et du coup, j'ai pu comprendre, même par rapport à la contention, même par que j'ai vécu, j'ai pu, je n'adhère pas à la contention, mais j'ai pu comprendre comment on en arrive là. Voilà. Et donc, moi, ça m'arrive de rencontrer des psychiatres qui ont été internes et qui sont venus dans notre groupe et qui me disent,
bah, avant, j'avais la tête dans le guidon, et le fait d'avoir vu des usagers en responsables, c'est nous qui invitons, on fait un apéro dînatoire, parce que c'est le soir comme il travaille, en tant qu'usagers, nous, ça nous permet d'avoir conscience de la valeur de notre parole, qui est écoutée respectueusement, et d'échanger vraiment les points de vue. Même quand on est entre nous, on échange des points de vue. Et ça, tous ceux qui participent, hein, les soignants comme les familles, comme les usagers, je trouve que c'est très, très riche. Parce qu'il n'y a pas, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là juste pour échanger les points de vue. Merci beaucoup à toutes. Comme on a pris beaucoup de retard au départ et qu'il y a d'autres interventions après, je vous propose de prendre la pause, peut-être maintenant.